Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vu un débat local un peu houleux, une séance de conseil communal qui s'éternise sur une question d'urbanisme, enfin ce genre de choses. Oui, les classiques. Mais l'histoire sur laquelle on se penche aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. On est à Charleroi et ce qui devait être une simple interpellation citoyenne va se transformer en une véritable affaire d'État. C'est exactement ça. En plongeant dans les sources qu'on a, et on a un large éventail, des articles de presse, de la gauche à la droite, des documents pédagogiques, un rapport de synthèse assez détaillé, Oui. on se rend compte que cette interpellation, c'est vraiment l'étincelle, celle qui a mis le feu aux poudres. On a une véritable tempête politique, judiciaire et même sécuritaire qui en découle. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre l'engrenage. Comment une prise de parole de quelques minutes, c'était le 23 juin 2025, a-t-elle pu déclencher une telle cascade de réactions? Qu'est-ce qui a été dit de si explosif? Voilà. Et surtout, comment est-ce qu'on en arrive à parler de la sûreté de l'État pour une affaire qui, au départ, est purement municipale? On va décortiquer tout ça. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter un peu le fil. Tout commence avec la plateforme Charleroi-Palestine qui décide d'interpeller le conseil communal. Oui. Le motif de leur colère, c'est un projet de consortium européen auquel Charleroi participe. Et dans ce consortium, la ville israélienne de Beersheva était invitée. Et pour la plateforme, ça ne passe pas. Pas du tout. Pour eux, c'est inacceptable. Ils utilisent le terme de, je cite, greenwashing des actions d'Israël. Donc ils mettent la pression sur le pouvoir local. Et, il faut dire que cette pression, elle s'avère payante. Ah oui, très efficace même, parce que la ville ne se contente pas de retirer son invitation à Beersheva. Non, elle va bien plus loin. Les sources nous confirment que, dans la foulée, le drapeau palestinien est tissé sur la façade de l'hôtel de ville. Quand même. Donc l'atmosphère est déjà très particulière, très chargée politiquement, quand le représentant de la plateforme, Mohamed Moussaoui, se présente au micro. Il a déjà obtenu gain de cause en fait, mais il a quand même la parole. Et c'est là que tout bascule. Ses premiers mots, il pose un cadre juridique, celui du droit international. Et exactement, il rappelle que ce droit international reconnaît au peuple colonisé le droit de résister à l'oppression. Et il cite explicitement, y compris par les armes. C'est déjà une affirmation très forte dans l'enceinte d'un conseil communal. Très forte, mais il ne s'arrête pas là. Il va délibérément plus loin en l'appliquant à la situation actuelle et surtout en nommant les acteurs. C'est-à-dire, Les documents qu'on a citent sa phrase exacte et elle est vraiment cruciale. Il dit « Condamner la résistance palestinienne, qu'elle prenne la forme du Hamas ou d'autres factions, reviendrait à nier ce droit fondamental. ah oui, là le no est lâché. » En une phrase, il lie la légitimité de la résistance armée au Hamas, une organisation qui est considérée comme terroriste par l'Union européenne, et il continue. Il qualifie Israël de colonie et d'État commettant génocide, éducide et écocide. Les mots sont très pesés et sont explosifs. Et pour finir, il emploie un slogan qui est lui-même au cœur de nombreuses controverses. Oui, il termine son intervention par le fameux « Free Palestine, from the river to the sea », Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. suivi de « La Palestine vaincra ». Et là, c'est un point de friction majeur. Les sources, notamment les documents de Mosactu, rappellent bien cette dualité. Pour ses partisans, c'est un appel à l'autodétermination. Pour ses détracteurs, c'est un appel non dissimulé à l'éradication de l'État d'Israël. On a donc un discours qui, point par point, coche des cases extrêmement sensibles. J'imagine que la réaction dans la salle ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et elle révèle une fracture abyssale. Le média 21 News, qui couvrait l'événement, rapporte que des applaudissements fusent depuis les bancs de certains élus. Des applaudissements, hein. Carrément. C'est surprenant vu la teneur des propos. On sait de quel parti politique il venait? Alors, les sources parlent d'élus socialistes et centristes. Et ce n'est pas juste une réaction à chaud. Ah non? Non, parce que cette approbation, elle se matérialise par un acte politique fort juste après. Malgré la polémique qui éclate dans la salle, une motion est présentée par le PS, le PTB, donc l'extrême gauche, et les engagés, le parti centriste. Et que dit cette motion? Elle condamne les actions israéliennes et appelle au boycott de certaines entreprises. Et elle est adoptée à une très large majorité. C'est fascinant. Donc, d'un côté, on a des applaudissements, un vote qui va dans le sens du discours, et de l'autre côté du spectre politique, j'imagine que l'ambiance était... Radicalement différente. C'est le moins qu'on puisse dire. L'indignation est totale. Le chef de groupe du MR, le Parti libéral, Denis Ducarme, prend la parole et ses mots sont sans équivoque. Il dénonce une apologie du Hamas et du terrorisme. Rien que ça. Il utilise des termes juridiques très forts.
Absolument. Et il n'est pas le seul, la Tribune juive publie un article au vitriol décrivant la séance comme ayant des allures de meeting du Hamas. La polarisation est maximale, quoi. En quelques minutes, on est passé d'un conseil municipal belge à... Au miroir des passions du conflit israélo-palestinien. C'est ça. Et on pourrait penser que la polémique va rester locale, une tempête dans un verre d'eau, mais pas du tout. D'après les sources, Denis Ducarme met sa menace à exécution. Exactement. Il ne s'agit pas juste d'une condamnation politique dans les médias, il annonce dans la foulée qu'il va saisir le procureur du roi de Charleroi et le parquet fédéral. Pour apologie du terrorisme. C'est le motif, oui. Mais est-ce que ça tient la route juridiquement? En Belgique, l'apologie du terrorisme, c'est pas un peu flou? C'est une excellente question. Et le rapport de synthèse est très clair là-dessus. En Belgique, la loi est précise. C'est l'incitation directe à commettre un acte terroriste qui est illégal. L'apologie ou la glorification, c'est-à-dire le fait de présenter le terrorisme sous un jour favorable, ce n'est pas spécifiquement punissable. C'est une zone grise, en fait. C'est une zone grise, du coup le chemin juridique est complexe. Et d'ailleurs, l'EMR profite de cette affaire pour remettre sur la table une proposition de loi qui vise justement à changer ça. L'action judiciaire est aussi un levier politique. L'affaire prend une tournure judiciaire, politique, nationale. Mais ce n'est pas tout. Un autre acteur, et pas des moindres, entre en scène. La sûreté de l'État. Et c'est là que l'affaire quitte définitivement la sphère municipale. La demande, elle ne vient pas de l'opposition, mais du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la ministre de l'Éducation, Caroline Desgrises, qui demande officiellement un rapport. Attendez, Caroline Desgrises est des partis Les Engagés, le parti centriste. Oui. C'est le même parti dont certains élus locaux à Charleroi ont, d'après les sources, applaudi le discours et voté la motion. C'est une sacrée contradiction. C'est une contradiction majeure qui illustre la tension au sein même des partis. La ministre, elle, justifie sa demande par une information cruciale. Mohamed Moussaoui, l'intervenant, il est aussi formateur dans l'enseignement public. Ah d'accord. La question pour elle devient donc, est-ce que cet homme représente un risque de radicalisation? Seule la sûreté de l'État peut l'évaluer. Il y a aussi ce détail que relèvent les sources sur le fait que les propos les plus polémiques n'étaient pas dans le script initial. En effet, le texte de l'interpellation qui avait été soumis à l'administration de la ville était beaucoup plus lisse. Les références directes au Hamas, à la lutte armée, tout ça était ajouté à l'oral. Pendant tout le monde de cours. Exactement. Et la réaction sécuritaire ne s'arrête pas là. Le gouvernement fédéral s'en mêle aussi. Ah oui. Oui, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Quintin, monte au créneau. Il annonce que certaines associations jugées radicales en lien avec cette affaire seront désormais intégrées à la base de données coordonnées TER. TER, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la base de données de l'OCAM, l'organe qui analyse la menace terroriste. TER, ça veut dire Terrorist and Extremist Reporting. C'est l'outil qui centralise le suivi des individus et des groupes considérés comme une menace. En gros, y être inscrit signifie que vous êtes officiellement sur le radar des services de l'enseignement. C'est tout à fait ça. Ce qui est fascinant, c'est de voir cette escalade. Pour comprendre pourquoi les services de sécurité entrent en jeu, il faut tirer un fil qui est mentionné dans le rapport de synthèse, celui des organisations en coulisses. C'est le cœur du réacteur sécuritaire. Le rapport est formel. La plateforme Charleroi-Palestine, donc l'organisation de l'intervenant, est officiellement membre depuis janvier 2022 d'un réseau international. Lequel? Un réseau qui s'appelle Samidoun. Et ce réseau, Samidoun, il n'est pas anodin. Loin de là. Les sources le décrivent comme un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, mais surtout, elles soulignent ses liens directs avec le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Le FPLP. Et son statut, à lui, ne souffre d'aucune ambiguïté. Aucune. C'est une organisation historique, d'obédience marxiste-léniniste, et elle est classée comme organisation terroriste par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, la liste est longue. Et Samidoun aussi d'ailleurs. Oui, Samidoun est interdit en Allemagne et désigné comme entité terroriste par le Canada et Israël. Et là, on comprend beaucoup mieux. La connexion, même si elle est indirecte, de la plateforme locale à une organisation classée terroriste par l'UE, c'est l'argument en or pour ceux qui crient à l'apologie du terrorisme. C'est l'élément central qui justifie l'intervention de la sûreté. Pour le MRA et les services de sécurité, le discours de Charleroi n'est pas juste un acte isolé, un dérapage, il s'inscrit dans une mouvance internationale, structurée et liée à une organisation qui prône la lutte armée. Ça change toute la perspective. Alors si on essaye de reprendre le fil de cet engrenage, on part d'une intervention citoyenne dans une mairie. Un sujet de politique internationale, certes, mais à un niveau très local.
Une intervention qui, par le choix très précis et délibéré des mots, on parle de résistance armée, on nomme le Hamas, on utilise le slogan du fleuve à la mer. Fait immédiatement exploser le clivage politique. Exactement. On a des applaudissements d'un côté et des accusations de soutien au terrorisme de l'autre. Une polarisation instantanée. Et cette fracture, elle ne reste pas au niveau des mots, elle se transforme en une série d'actions très concrètes, et à une vitesse folle. Oui. En quelques jours à peine, on a une plainte au pénal déposée au parquet fédéral. Une demande d'enquête à la sûreté de l'État, lancée par une ministre du gouvernement. Visant directement l'intervenant en sa qualité de formateur. Et pour finir, l'annonce par le ministre de l'Intérieur que des associations liées à ce mouvement seront désormais surveillées au plus haut niveau. C'est un cas d'école, vraiment. On voit comment un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres peut s'importer avec une violence inouïe dans l'arène politique la plus locale, un conseil municipal. Et forcer toutes les institutions démocratiques à se positionner sur des questions qui sont incroyablement complexes, où s'entrechoquent la liberté d'expression, le droit international, la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale. Il n'y a pas de réponse simple. En définitive, l'incident de Charleroi, c'est bien plus qu'une simple polémique locale. C'est vraiment le symptôme des fractures profondes qui traversent nos sociétés sur la question israélo-palestinienne. Absolument. Et ça soulève une question fondamentale sur la place qu'on accorde ou non aux discours radicaux dans l'espace public et surtout sur la nature de la réponse que l'État doit y apporter. Entre laxisme et répression, la ligne de crête est très, très étroite. Et pour conclure, il y a une pensée à méditer qui est au cœur de cet événement. Les sources montrent clairement le décalage entre le texte initial, celui soumis à l'administration, et les propos bien plus radicaux tenus en direct. Oui, cet effet de surprise. Exactement. Et ça pose une question plus large sur un outil précieux de notre démocratie, l'interpellation citoyenne. Comment une institution, une mairie, une assemblée peut-elle préserver ce droit essentiel de participation tout en se protégeant contre le risque que cette tribune soit utilisée pour tenir des discours qui flirtent avec la loi ou même qui la franchissent? C'est tout le dilemme.